une trentaine de minutes pour faire un petit survol du processus d'innovation qui peut en fait accompagner le genre de déploiement dont Alexandre vient de parler. Donc là, je serai un peu moins sur la technique que sur le processus qui peut nous amener avec succès, souhaite-t-on, dans des processus d'innovation dans le cas des bibliothèques. Donc l'exemple que je vais prendre, c'est celui de prêtnumérique.ca, qui est la plateforme de prêt de livres numériques qui a été adoptée par la majorité des bibliothèques publiques québécoises. Je vais me servir de cet exemple et je vais aussi, on va aussi s'amuser un peu en faisant une petite analogie entre le processus d'innovation et un jeu classique de la télévision américaine qui s'appelle Plinko, qui était le jeu préféré dans The Price is Right. Il ne faut pas se prendre trop au sérieux. Je vous situe d'abord le projet, c'est fait pour les bibliothèques publiques québécoises, le Québec étant une région du Canada qui est la région francophone, 7 millions environ de parlants français, dans un continent où presque tout se passe en anglais. Le projet a pris son origine en 2010, quand Guy Bertillon, qui était à l'époque président, directeur général de la Grande Bibliothèque, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, avait dans une rencontre de bibliothécaires sonné l'alarme en disant qu'il n'y avait qu'1% des achats de la bibliothèque qui étaient faits en livres numériques et que de ce pourcent, seulement 4% étaient des livres québécois. Le 96 autres pourcents étaient essentiellement des livres de langue anglaise. Il avait sonné l'alarme en disant on doit absolument trouver de façon urgente des solutions pour rendre les livres publiés ici disponibles aux usagers des bibliothèques. Donc, dès la fin de ce colloque de bibliothécaires, le défi avait été accepté par tous qu'on devait, dans l'année 2011, trouver une façon pour rendre disponibles les livres publiés au Québec dans le plus grand nombre possible de bibliothèques et qu'il fallait privilégier d'y arriver le plus rapidement possible, même s'il fallait pour ça faire quelques compromis sur les objectifs à très long terme. Mais il était aussi évident qu'on ne pourrait y arriver que si on arrivait à concerter les acteurs de l'industrie et à développer une vision partagée de la forme qu'on voyait aux livres numériques en bibliothèque. On a commencé par faire des rencontres avec les éditeurs, les bibliothécaires, les libraires, et est ressorti de ça un certain nombre de points, j'en ai retenu seulement quelques-uns, qui étaient particulièrement importants, donc qui étaient vraiment des contraintes fortes pour les bibliothécaires. Donc les bibliothèques disaient on tient absolument à maîtriser la plateforme technologique qui va servir à donner accès aux livres. On ne veut pas s'engager dans une plateforme dont on ne maîtrisera pas l'évolution. On privilégie les prêts de livres numériques sous forme de téléchargement plutôt qu'en streaming. Il y avait des discussions là-dessus, mais il n'apparaissait pas réaliste, il y a 5 ans, de se baser sur un système 100% en streaming. Et les bibliothèques tenaient à pouvoir composer elles-mêmes leur collection et donc pouvoir acheter des livres à l'unité selon leur choix et constituer leur collection, plutôt que de devoir acheter des bouquets de livres déjà composés par un fournisseur. De leur côté, les éditeurs avaient identifié un certain nombre de contraintes aussi. J'en ai retenu 3. Les éditeurs tenaient à ce que les livres restent dans les entrepôts numériques qu'ils avaient mis en place jusqu'au moment de leur livraison à l'usager final. En d'autres termes, ils ne souhaitaient pas que les livres soient reproduits chez autant de fournisseurs, voire dans chacune des bibliothèques. Ils souhaitaient également qu'on trouve une façon de fonctionner qui soit opérable immédiatement sans avoir à renégocier des contrats avec les auteurs. Donc, il fallait que ça fonctionne et que ça s'inscrive dans la dynamique de contrat existante. Et ils souhaitaient, ce qui était un défi important, que le système n'ait pas pour effet de fragiliser le réseau des libraires parce qu'ils jugeaient devoir développer le numérique avec eux. Et donc, ils souhaitaient que les livres soient achetés par les bibliothèques auprès des libraires. Les discussions se sont mises en place. Sur la base de ces critères-là, on est arrivé à un modèle, je n'irai pas dans les détails, mais par lequel les éditeurs
choisissaient les livres qu'ils étaient prêts à rendre disponibles aux bibliothèques. Les bibliothèques pouvaient choisir dans ce catalogue de livres, les acheter auprès des libraires, et une fois achetés auprès des libraires, ils apparaissaient, des livres, ils allaient apparaître dans le système de gestion de bibliothèque du choix de chacune des bibliothèques. On s'est entendu sur ce système, on a adopté ce schéma, et c'était vraiment celui-là, j'ai ressorti le document d'archives, comme étant la vision à partir de laquelle on ferait l'ensemble des choix à suivre. Résultat, à la fin de l'année 2011, on avait un système qui fonctionnait en fonction de la vision qu'on avait développée, dans lequel il y avait déjà 4800 titres disponibles aux bibliothèques. Il y avait déjà une dizaine de bibliothèques qui participaient et un système avait été mis en place pour les bibliothèques qui n'avaient pas d'autre solution, qui avait été développé par Demarque, dont mes anciens collègues sont ici. Et 5 ans plus tard, le système fonctionne toujours, a continué à se développer et c'est un succès évident. On en est à 134 bibliothèques, 322 000 utilisateurs et il y a déjà plus de 4 200 000 prêts qui ont été faits. On est aujourd'hui au rythme de près de 2 millions par année. Ça fait beaucoup de prêts. Je vous rappelle le nombre, on est sur une population d'à peu près 7 millions de personnes. Ça fonctionne très très bien, assez pour que les gens se demandent quelle est la prochaine étape. Si on n'avait pas fait ce travail de concertation entre tout le monde, si on ne s'était pas donné cette vision commune, partagée, vers quoi on aurait probablement cheminé? Bien, faire une solution existante dans le marché. Là, j'ai mis Overdrive, c'est la plus étendue, il y en aurait eu d'autres. Mais inévitablement, si on n'avait pas eu une vision partagée, on se serait dirigé vers une solution existante et qui ne correspondait pas du tout aux critères qui avaient été formulés à la fois par les bibliothèques et par les éditeurs. Et c'est là que ça m'amène au petit clin d'œil sur Plinko. Plinko, c'est un jeu où le concurrent devait déposer dans le haut une rondelle qui descendait, puis à chaque étape tombait gauche ou droite, gauche ou droite, gauche ou droite, gauche ou droite, et cheminait jusqu'en bas, avec évidemment le plus de chances de tomber au milieu. Très peu de chances de tomber sur les côtés. Et pour moi, le processus d'innovation, c'est un peu ça. C'est que si on n'a pas de vision partagée, et que chacun prend une décision une journée, une autre décision l'autre journée, un prend une décision en fonction de ses objectifs, l'autre en fonction de notre objectif, inévitablement, on est un peu à gauche, un peu à droite, un peu à gauche, un peu à droite, et on finit inévitablement au milieu. Si on souhaite aller vers une autre solution que celle qui est là où le courant normal nous amène, il faut qu'on se dote d'une vision. Et c'est en se donnant une vision comme celle-là, cohérente, partagée, qui permet de guider chacun des choix et de s'assurer de la cohérence, de la cohésion des actions. C'est comme ça qu'on arrive à tricher un peu en penchant le tableau pour se donner plus de chances d'arriver à notre objectif. Mais pour ça, il faut une vision, puis il faut la détermination et la tenir dans le temps à mesure que chacun des choix se fait. Donc, ce qu'on a appris dans ce processus, quelque part, c'est que innover, la plus grande innovation, on a fait le point il y a quelques mois avec les bibliothèques, la plus grande innovation dans ce processus-là, ça n'a pas été d'adopter une technologie plutôt qu'une autre. Ça a été le travail de se doter de cette vision partagée, de la maintenir dans les périodes de doute, de la renouveler, pour que tous les jours, pendant 5 ans, on continue d'aller dans le même sens. Et ça, c'est un processus qui est de plus en plus difficile. Dans un moment où les technologies évoluent de plus en plus vite, où les changements sont de plus en plus rapides, ce que Thomas Friedman appelle l'âge des accélérations, un livre indispensable, à mon avis, qui vient tout juste de sortir, que je vous suggère. Dans ce livre-là, il y a ce schéma qui, moi, me parle beaucoup, où Friedman dit « Le rythme d'évolution de la technologie aujourd'hui est beaucoup plus grand que celui de notre capacité humaine de s'y adapter. Il y a un défi, il y a un problème qui apparaît. Si on veut retrouver une zone de confort et reprendre un peu de contrôle sur le développement,
il faut qu'on apprenne plus rapidement, puis il faut qu'on gouverne nos projets de façon beaucoup plus agile. Et ça, pour moi, sans vision, c'est pas possible. Plus ce contraste-là apparaît, plus on a besoin d'une vision pour nous permettre de choisir et de distinguer et de discuter de est-ce que les technologies qu'on me propose m'amènent dans la direction que je veux suivre ou m'en éloignent, puis pouvoir faire des choix en fonction d'une vision plutôt que de ce qui se présente devant nous. Ce qui pose la question de quel est l'avenir du livre numérique en bibliothèque? Qu'est-ce qu'on y voit? Vers quelle direction on tend? Dans 5 ans, quand on se reverra, où on en sera? Qu'est-ce qui devrait avoir guidé nos choix? Essentiellement, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui est le plus probable aujourd'hui? Si on ne fait rien, quel sera l'avenir du livre numérique en bibliothèque? Et est-ce que cet avenir-là, ce futur-là, correspond à ce qu'on souhaite? S'il correspond à ce qu'on souhaite, ben très bien. Arrêtons de se casser la tête. Pas besoin d'innover, on n'a qu'à suivre le courant et ça se réalisera. Par contre, si on pense que là où le courant nous amène ne correspond pas à là où on veut aller, il faut qu'on se demande quel geste poser, comment concrétiser notre vision, comment pencher le tableau de Plinko. Alors, en parlant avec les bibliothèques, évidemment, il y a autant de réponses que de bibliothécaires au départ sur vers quelle direction on veut tendre. J'en ai pris quelques exemples, simplement pour alimenter notre réflexion et voir la variété des réponses possibles. Dans les échanges, il y a quelques semaines avec des bibliothèques au Québec, il y en a des gens qui me disaient que le livre numérique en bibliothèque devrait être un moyen privilégié pour former des nouveaux lecteurs. Il faut qu'on travaille sur comment développer des nouveaux lecteurs. Des gens qui ne lisaient pas, qui pourront lire plus, des gens qu'on rejoint mal avec le réseau des bibliothèques physiques. Si on fait de cet objectif un élément central de notre vision, qu'est-ce que ça veut dire sur les choix qu'on fait? Quels sont les obstacles à ce que ça se concrétise? Quels gestes il faut poser? D'autres disaient que les bibliothèques doivent être à l'avant-garde pour répondre aux besoins d'accessibilité. Si tel est le cas, si c'est un élément central de notre vision, qu'est-ce que ça signifie dans les choix qu'on fait sur les DRM, sur les formats de fichiers, sur la nature des services qu'on offre? Les statistiques d'usage des livres numériques pourraient être rendues publiques pour aider les librairies ou les éditeurs. La réflexion, là, était avec également des libraires qui constataient, comme vous et moi, qu'aujourd'hui, dans le monde du livre numérique, il y a des très grands acteurs, Apple, Amazon, Kobo, qui ont des statistiques énormes sur la lecture, sur un très grand nombre d'usagers, que les libraires et les éditeurs n'ont pas comme information. Or, les bibliothèques, si elles acceptaient de partager les données de lecture de leurs livres, pourraient également donner des outils à des acteurs traditionnels devant les nouveaux géants du monde du livre. Est-ce que ça peut faire partie de la vision qu'on a des bibliothèques et de la place des bibliothèques dans l'écosystème du livre? Qu'est-ce que ça signifie? Comment on peut travailler là-dessus? Un autre qui, moi, me rejoint beaucoup, les bibliothèques devraient être un lieu privilégié pour expérimenter de nouvelles façons d'explorer les textes. On a parlé ce matin des formes de plus en plus riches que les livres peuvent prendre autour du format EPUB, mais il y a aussi aujourd'hui tout plein d'outils pour explorer les textes de toutes sortes de façons. Il y a toutes sortes d'algorithmes aujourd'hui qui permettent de creuser les textes, d'explorer le vocabulaire, la construction des phrases, la richesse des lieux, des personnes qui sont présentées. Donc, ce bibliothécaire disait les bibliothèques devraient être un lieu d'expérimentation autour de tout ça, par lequel on pourrait découvrir de nouvelles façons de donner accès aux livres, de les présenter, de les diffuser. D'ailleurs, c'est une réflexion qui, moi, m'a beaucoup interpellé, que j'explore avec un ami actuellement, puis on est assez fasciné par ce qu'on trouve comme outil possible pour extraire des noms de lieux, des noms de personnages, toutes sortes d'autres variables sous forme de métadonnées pour pouvoir après représenter les livres de toutes sortes de façons. Là, j'ai pris géographique, réintroduire ces métadonnées-là
dans les pages web des éditeurs, dans les fichiers EPUB pour en faciliter la circulation, l'organisation sur des tablettes ou sur des liseuses, pour leur permettre de faire leur chemin dans le Knowledge Graph de Google, qui est un passage obligé si on veut exister sur le web à un moment ou un autre. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on explore sur les livres, autrement que les livres anglophones, on voit qu'il y a un monde à explorer de ce côté-là. Est-ce que les bibliothèques peuvent y jouer un rôle? Sans doute. Tout ça était des pistes d'éléments qui peuvent être dans la vision qu'on a de la place et du rôle du livre numérique dans les bibliothèques. Quelle que soit la vision qu'on retient, ce qu'il faut retenir, c'est l'importance d'en avoir une, qu'elle soit partagée et qu'elle puisse guider des choix au quotidien. Et dans ce sens-là, la réflexion, si on le prend sous cet angle-là, la réflexion sur les DRM, qu'on a abordé aussi avec les bibliothèques dans cet échange sur 5 ans plus tard où on en était, la question des DRM, les limites, les avantages d'Adobe, de Sony, de LCP, c'est comment chacune des options nous permet d'avancer dans le sens de la vision qu'on poursuit. Est-ce que ça nous aide à s'approcher de cet objectif, de cette vision ou pas? Et c'est ça qui devrait guider le choix. Dans le cas des bibliothécaires avec lesquels je parlais il y a quelques semaines, pour eux, l'intérêt d'LCP, ce n'était pas un intérêt technique, c'était pas un intérêt de principe, c'était que concrètement, ils ont plein de projets, ils manquent de temps. Le temps passe beaucoup à du soutien aux utilisateurs dû à la complexité de la DRM d'Adobe. DRM qui coûte cher aussi, et donc pour eux, leur intérêt, c'était de se dire, si on veut réaliser la vision qu'on a du livre numérique en bibliothèque, on aura besoin de temps et d'argent. Si on peut récupérer un peu de temps et d'argent en adoptant une autre DRM, on sera mieux équipé pour concrétiser la vision qu'on se donne du livre numérique en bibliothèque dans 5 ans. Des petits clins d'œil à Steve Jobs en terminant. Une dernière chose. Pour innover, évidemment, la condition, c'est que tout le monde se donne le droit à l'erreur. Si on ne se donne pas droit à l'erreur, aucune chance de réussir. Et c'est pour ça que je donne le mot de la fin à un des plus grands poètes québécois qui disait que si on veut aller loin, il ne faut jamais demander son chemin à quelqu'un qui ne sait pas s'égarer. Merci. Il y a peut-être des questions, there may be some questions to Clément. Yes, I'm coming. Oui, bonjour, Philippe Goff, président du Guylaine et libraire, et aussi promoteur du portail des libraires francophones de Belgique, libraire. Alors, vous avez cité 4 millions d'emprunts, je pense, sur les quelques années, ou les 5 dernières années, de livres numériques en bibliothèque. Quelle est la proportion des emprunts par rapport de livres papier? C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que le livre papier est encore emprunté dans avec, je dirais, la même croissance ou pas? Quelle est la part de marché, si je puis dire? Et la deuxième question, quelle est la part de fichiers numériques vendus aux bibliothèques et les fichiers numériques vendus aux libraires, donc, et finalement achetés par le consommateur final? Sur la proportion des prêts numériques sur les prêts papier, c'est encore très petit. Et je n'ai pas de chiffres précis, mais les bibliothécaires étaient dans l'impression que c'était des nouveaux prêts, que c'était pas nécessairement une disparition des prêts de livres imprimés. Donc pas de substituabilité entre les deux. Comme je vous dis, je n'ai pas de chiffres précis, mais ça ne faisait pas partie des préoccupations des bibliothécaires il y a quelques mois quand on en a discuté. Sur la vente de livres numériques aux consommateurs, en comparaison avec les ventes aux bibliothèques et les prêts, ça c'est une question qui préoccupe les éditeurs et qui préoccupe également les libraires les bibliothécaires d'une autre façon, c'est qu'il y a effectivement une croissance beaucoup plus grande du nombre de prêts d'une année à l'autre que des ventes au grand public d'une année à l'autre. Donc l'adoption du livre numérique semble beaucoup plus forte en bibliothèque qu'en librairie. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut agir là-dessus? Est-ce que ça s'explique par le soutien
l'éducation et le soutien aux usagers que les bibliothèques font, parce que les bibliothèques jouent un rôle d'éducation très actif. Est-ce que ça s'explique par autre chose? J'en sais rien. Ça, c'est un phénomène qu'on doit analyser. Oui, mais je réagis à cela parce qu'évidemment, étant libraire et vendant des livres physiques et des livres numériques, et vendant également à la Fédération Wallonie-Bruxelles, parce que voilà, ils s'approvisionnent chez les libraires en partie, ou en totalité, je constate dans les réflexions de mes clients qui viennent en magasin, en fait, les lecteurs qui achètent des livres numériques chez un libraire, et chez moi en particulier, ce sont mes lecteurs, ce sont mes clients. Donc je n'ai pas de nouvelle clientèle, si vous voulez. Alors les ventes sont relativement minimes, bien sûr le marché est encore très petit, on le sait, il ne se développe pas beaucoup, mais par contre ce qu'ils disent, c'est que finalement, un prêt, lire un livre en l'empruntant à la bibliothèque, finalement pour eux le résultat est exactement le même, puisqu'ils ne possèdent pas de livre quand ils ont acheté un livre numérique, ils ne possèdent pas d'objet. C'est une réflexion qui revient très souvent dans ce que les clients me disent. Quand j'achète un livre papier, si je le lis, il me reste quelque chose. Quand j'achète un livre numérique, si je le lis, bon, il me reste un lien de téléchargement, ça n'a pas de signification. Et je me demande s'il n'y a pas symboliquement quelque chose de très intéressant à entendre de ce côté-là. Tant que le livre, parce que je dis toujours, lorsqu'on a eu notre réunion il y a peu de temps que le PILEN a organisé le 5 décembre dernier sur le livre numérique, je dirais que nos clients, ce sont des clients homothétiques, comme il y a un livre homothétique. Et tant que le fichier numérique sera homothétique et sera strictement semblable au livre papier, je me demande si précisément ça ne se développera pas réellement. Enfin, c'est une question que je pose. Je n'ai pas de réponse à celle-là. Ce que je peux ajouter sur ma réponse précédente quand même, c'est vous avez vu que c'était un souhait des éditeurs de ne pas affaiblir le réseau des librairies en continuant à ce que les bibliothèques achètent leurs livres numériques auprès des librairies. Ça introduit beaucoup de complexité technique, mais ça fonctionne. Et ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, les libraires québécois, l'essentiel de leurs revenus liés aux livres numériques, l'essentiel très, très clairement, c'est les ventes aux bibliothèques. Donc, si on regarde globalement, le geste qui a été le plus fort de tous les discours, pour que le numérique soit un enjeu collectif, ça a été ce geste-là qui aujourd'hui fait que les libraires sont toujours dans l'équation.